Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Yous pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur Talkzone, l'hebdo. Votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de débat sur le plus grand club de France par le média Massilia Zone. En direct sur Twitch tous les lundis à 21h30 et disponible en replay pour ceux qui prennent l'émission en cours de route ou ceux qui nous écoutent actuellement en replay sur YouTube et en podcast sur toutes vos plateformes de podcast dès le lendemain. Ça, c'est du service au top. Chaque semaine, je serai accompagné de mon acolyte Ariles et d'une bande de consultants à la connaissance pointue avec qui on débriefera, on débattra chaque semaine de 3 sujets principaux dans le respect, mais surtout dans la bonne humeur parce que c'est le plus important. Ce soir, au programme, les débuts de Gattuso, vous les voyez s'afficher en bas pour ceux qui sont en vidéo. Les débuts de Gattuso, le cas Aubameyang, et puis enfin un effectif que certains trouvent limité. Avec moi ce soir pour parler de tout ça, j'ai bien sûr, je voulais annoncer auparavant, Ariles. Salut mon frère Ariles, comment tu vas? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci à toi Yous pour avoir mis en œuvre cette initiative en collaboration. On avait à cœur tous les deux avec notre média Massilia Zone et ta chaîne Twitch de mettre en œuvre une émission, un talk avec des intervenants de qualité afin d'avoir un débat, un rendez-vous hebdomadaire où on pourrait parler de l'OM, échanger un peu de tout ce qui se fait, proposer quelque chose d'original. Donc je te remercie vraiment pour ça et j'espère qu'on va passer des bons moments ensemble et j'espère que ça va plaire au chat bien évidemment. J'espère aussi. Bien, en tout cas, et oui, voilà, je vais répéter ce que tu as dit, mais extrêmement fier également pour ma part de faire ça en collaboration avec vous, Massilia Zone, un média que j'aime beaucoup. Voilà, bon, ouais. On va avoir l'occasion d'en reparler. Également, à mes côtés ce soir, il y a mon ami Alba, que vous connaissez beaucoup, que vous entendez ici, que vous avez aussi entendu sur les différents podcasts Massilia Zone. Salut Alba. Oui, salut à tous, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. En général, le lendemain de victoire, enfin, lendemain, oui. Généralement, ça va bien. En général, ça va très bien, même si on est. Ah, on a eu un petit problème technique avec Alba. Ouais, Ouais, je disais, j'espère que ça va aller pour tout le monde et que ça va bien se passer, comme on dit. j'en doute pas. Merci d'être là avec nous, Alba. Bien Il y a, sûr. il y a également un très bon ami au live, un très bon ami à moi également, que vous entendez souvent, pour ceux qui regardent souvent le stream. C'est, j'ai dit Ariles, mon acolyte, mais optimiste, Opti, également mon acolyte, il est avec nous ce soir. Salut Opti. Salut à tous, mais ravi d'être là pour une autre manière De par- d'aborder l'OM que les lives qu'on Plus fait sérieuse, d'habitude. c'est ça que tu veux dire? Être plus sérieuse et avec plus de contradictions, avec Ouais. plus de personnes. Et ça fait plaisir de parler de l'OM. On s'en lasse jamais. Mais écoute, ça me fait plaisir de t'avoir avec moi encore une fois. Après hier, encore aujourd'hui. Et le petit dernier, il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas, tout au long de l'année, il y aura pas mal d'intervenants, des très bons intervenants. Et puis de temps en temps, si vous aussi vous avez envie d'intervenir avec nous poser des questions, de mettre sur la table des sujets que vous estimez importants, vous connaissez le principe, vous venez sur le Discord. Il y a également avec nous ce soir mon ami Younes. Salut Younes. Bonsoir Yous, bonsoir à tous. Très honoré d'être autour de cette bande de cracks Twitter. Et j'espère que le format vous plaira et qu'il sera un peu ordonné et que vous y trouverez la contradiction, comme le disait Opti, et surtout une façon différente de voir l'Olympique de Marseille et d'analyser les performances de notre belle équipe. Ah oui. Là, en plus, il y a des belles choses, il y a des belles choses à dire. Ravi de t'avoir avec nous, Younes, que vous avez aussi entendu sur le stream à plusieurs reprises si vous êtes assidus. Ce que je vais vous proposer, les frérots, hein, bon, voilà, comme on en parlait, je vois que tout le monde est content, forcément. Un lendemain de victoire, comme le disait Alba, comment ne pas aller bien? J'en profite pour saluer tout le live. Désolé à ceux qui nous écoutent en streaming ou en replay au moment où vous entendez ces mots, mais bon, fallait être là en live. vous auriez eu un salut. Je vous propose sans plus attendre de commencer par le commencement, et parce que voilà, on n'a pas non plus 2 heures, voilà, on n'a pas non plus 2 heures à bloquer dans l'agenda des gens, donc on va directement arriver dans le
concret, lendemain de victoire, la première victoire de Gennaro Gattuso, Rino, pardon, Gattuso, arrivé une semaine après la démission de Marcelino, le 27 septembre dernier. Depuis, le rugueux technicien italien a disputé 3 matchs, à l'extérieur, à domicile, il a joué en Ligue 1, il a joué en Europe, contre des adversaires standing différents, il a pu appréhender un peu de différents contextes et à peu près de tous les contextes qui vont l'accompagner jusqu'à fin mai, voire plus, si tout se passe bien, sans se concentrer sur le bilan comptable, parce qu'évidemment, étant donné le peu de temps qu'il a eu pour bosser, quelle première analyse, ou plutôt quel premier regard on peut avoir sur les débuts du nouveau coach de l'OM. Voilà, on va commencer. Tout le monde va parler évidemment sur ce sujet. C'est un sujet qui tient à cœur tout le monde, même vous dans le live, pour ceux qui nous regardent en live. Je vais commencer par interroger mon frérot Younasri sur le sujet. Toi, ton regard sur Rino Gattuso, je crois penser qu'il est positif pour le moment, en tout cas. Je t'en prie, c'est à toi. Plutôt positif, effectivement. Je vais commencer par une petite aparté juste pour remettre un peu de contexte dans la façon dont j'ai accueilli la nouvelle. Mais en gros, quand il a été nominé, j'étais à Dubaï pour le travail pour la semaine. C'était juste après OM PSG, donc j'en avais profité pour couper Twitter sur cette semaine-là parce que j'étais écœuré de la situation web. Donc ils m'ont gâché ma semaine, tout simplement. Et en vrai, quand il a été nominé, j'étais un peu dégoûté parce que je me rappelais que la semaine d'avant, on avait eu pas mal d'éléments sur lui parce qu'il était dans les petits papiers de l'OL, que ça allait se faire et que on avait vu que la tendance, elle était vraiment au catastrophisme côté lyonnais. Et on avait les tweets du compte Napoli FR, de Valencia FR, etc. Donc je suis parti avec un a priori assez négatif, même si en vrai, je préfère toujours juger sur pièce parce que on se rappelle forcément de l'intronisation de Tudor il y a 1 an. Donc rien que pour ça, je me suis dit, on va laisser la chance au produit. Et du coup, je vais essayer d'être concis pour qu'on puisse tous échanger. Mais en gros, je vais résumer ça en 3 points. Le premier, c'est l'homme. J'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme quand je vois sa personnalité. Je trouve qu'on retrouve chez lui les qualités qu'on prêtait à Sampaoli. La fougue, la capacité à haranguer les joueurs, à vivre le match pleinement, transmettre l'énergie positive à tout le groupe. Et sur ça, je le trouve vraiment en adéquation avec ce dont le stade et les supporters ont besoin. Ouais, Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Je pense qu'on va bien sûr attendre de voir comment ça va se passer lors des premières secousses. Mais déjà, je trouve qu'il arrive dans un contexte hyper néfaste. Donc déjà, il sera fort de cette expérience-là pour la suite. Et je trouve que la façon dont ça démarre aussi, si on regarde un peu factuellement, les résultats de cette semaine, je les trouve personnellement pas bons sur les 3 matchs qu'il a discutés. Donc au moins, ça démarre pas en mode conte de fées. Donc je suis plutôt optimiste pour la suite. Le deuxième point, c'est sur sa gestion du groupe. Je trouve que là encore, il y a énormément de bonnes choses qui sont déjà perceptibles et qui présagent de belles choses pour la suite. Quand il y a un coach qui arrive dans un club, j'aime bien observer un peu vers qui jette son dévolu pour en faire ses cadres, ses relais, etc. Et chez Marcelino, par exemple, j'avais été très inquiet de voir qu'au bout de quelques semaines, il n'y avait aucun lien fort avec aucun joueur. Il avait fait venir Oba, il avait fait venir Koundogbia, donc je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une relation particulière. Parce qu'il est ses soldats, en tout cas, au moins. Ouais, c'est ça. Au moins les siens, et quoi. assez fort. Ouais, exactement. Et je pensais vraiment qu'il allait capitaliser sur eux pour gagner son vestiaire. Et là, quand je regarde du coup avec Rino, je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'images fortes. Alors déjà, il y a celle avec Balerdi, notre meilleur défenseur, soit dit en passant. Il n'a pas tari d'éloges sur Verretou. Il a clairement donné les clés du camion à Harit. Et ça, on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Mais au-delà de lui avoir donné les clés du jeu, je trouve que le point le plus important, c'est qu'il lui a transmis la confiance qui va avec. Et ça, je trouve que c'est super important avec ce genre de joueur qui marche beaucoup à l'affect. Et je trouve que voilà, il a su lui faire sentir qu'il avait sa confiance pour en tirer le meilleur. Et les mots qu'il a eu pour lui samedi en conférence de presse, je les trouve clairement pas anodins dans le match d'Harit dimanche. Parce que Harit, par exemple, il a été très bon contre l'Ajax, certes, mais j'ai trouvé que dimanche, il a vraiment eu une dimension patron dans sa façon de communiquer avec les autres, de prendre le jeu à son compte, etc. Donc ça, c'est pour moi à mettre au crédit de Gennaro Gattuso. Et on a vu aussi qu'avec Obama, ça a bien fité. Je pense que du coup, ça peut donner à Aubameyang le rôle de grand frère du vestiaire, qui à mon sens sera important pour la suite de la saison. Et après, il y a toutes les images Nutella qu'on adore à l'OM, mais genre la prise de parole devant le virage en cercle, les fronts à front avec les joueurs. Ces petits moments qui sont importants quand même, qui sont importants. Et, ouais, exactement. Et du coup, le dernier point, je vais le faire très rapidement, mais c'est sur le jeu. On est d'accord, je pense, pour dire que c'est trop tôt pour juger, mais les intentions, je trouve que c'est exactement celle qu'on attend à Marseille. Une équipe proactive, portée vers l'avant, qui attaque vite et bien en transition.
Et ça fait écho à la discussion qu'on a vue d'ailleurs sur ton live, Yous, avec Ariles. C'était avant le début de la série Ajax, PSG, Monaco, Brighton. Et moi, je soutenais l'idée que Marcelino, il ne pourrait pas juste capitaliser sur des bons résultats. Ariel était plutôt optimiste sur la série de résultats et en vrai, avec des arguments que je comprenais tout à fait. Mais je disais qu'à Marseille, pour moi, ça ne suffit pas. Et là, je trouve qu'avec Gattuso, on a l'illustration. Je le disais tout à l'heure, les résultats, ils ne sont pas bons factuellement. Mais on a vu une équipe conquérante sur une grande partie des matchs. Et je trouve que c'est comme ça que tu amènes des gens avec toi, bien plus qu'avec des résultats obtenus avec un 4-4-2 de Pecho Frio. Merci, merci en tout cas, Younes, analyse très complète, mais en plus, c'est intéressant d'avoir ton avis en tant que. Je pense que beaucoup étaient dans ton cas. Beaucoup de supporters de l'OM n'étaient pas forcément hypés par son arrivée. Je vais en profiter pour lire également une réaction d'une des personnes sur le chat que j'ai trouvé assez intéressante. Et c'est Nicklol124 qui nous dit Salut Younes, en ce qui concerne mon avis, je trouve que Gattuso s'en sort bien dans le contexte où l'on était plongé, malgré les problèmes physiques, le calendrier surchargé et les gros adversaires. On s'en sort avec une équipe qui reprend confiance à l'image de ses leaders Verretou, Harit, Mbemba, Balerdi. L'équipe propose un bon jeu, affiche un bel état d'esprit qui est et doit être notre marque de fabrique. Il souligne un point qui est assez intéressant, auquel on n'a pas forcément, qui est évident avec tout ce qu'on dit, mais la confiance. Et c'est vrai que ce genre de match où, au final, Gattuso, quand il arrive, il doit enchaîner notamment Monaco et Brighton. Et le fait d'avoir réussi à donner confiance à un groupe, c'est quand même c'est quelque chose qui est à mettre à son crédit. Et au final, tu entres dans le match contre le Havre avec une sérénité. Et vu l'enchaînement des matchs que tu as eu avant, c'était pas forcément gagné. C'est peut-être là où je trouve se situe son plus gros succès. Alba, j'ai envie de t'interroger parce que je sais que toi, tu es un amoureux de la Serie A. Désolé de le décrire comme ça, mais c'est la vérité. Après, Alba, il faut dire que Alba, moi aussi, d'autres, on n'a pas forcément l'âge moyen qu'ont les gens sur ce stream. Et donc, à notre époque, l'Italie, la Serie A, c'était un grand championnat et le Milan, c'était une grande équipe. Donc voilà, je sais que toi, t'as suivi le Milan de Gattuso. Quel regard sur ses débuts? Est-ce que toi, tu étais dans la même position que Younes avant qu'il arrive? Dis-nous tout. Ben moi concrètement, c'était pas mon choix numéro 1. Enfin, de toute façon, personne ne l'a réellement vu venir. Non. Son arrivée C'était par l'OL quelques jours avant. Quelques semaines, jours avant, et ça parlait de lui à Lyon et on rigolait. On avait des doutes, il y a plein de choses qui sont sorties sur lui, sur son rapport, sur la xénophobie, le racisme, bon, plein de choses. Mais après, on a oublié, je trouve qu'on n'a pas assez parlé de l'entraîneur et on s'est focalisé sur dernière expérience à Valence dans un contexte extrêmement difficile. Et pourtant, ça avait plutôt bien commencé parce qu'il y a toujours eu chez Gattuso des intentions de jeu, en fait. Il y a toujours eu des intentions de jeu, comme lui-même le dit très bien. Il n'est pas le joueur et l'entraîneur vraiment n'ont rien à voir dans les intentions, dans la perception du football et de mettre en place certaines choses. Et, il le dit d'ailleurs. Le Gattuso joueur, il ne jouerait pas pour moi. Voilà, il le dit. Alors que, en général, quand tu es ancien pro, tu as un certain ego. Lui, la modestie et il a ce recul de se dire voilà, moi, le joueur, j'ai été comme ça. L'entraîneur ne sera pas pareil parce que lui, il a des principes de jeu qu'on a commencé à avoir. Et au-delà de ça, quand on regarde sa carrière, moi j'ai suivi donc à Milan où ça a été un peu pas la première pierre de la reconstruction de Milan parce qu'au final il n'a pas apporté de titre, il a eu des transferts il y avait un virage à prendre, il a mal pris, mais il y avait volonté de mettre en place certaines choses et pour le coup il a réussi plus ou moins avec les moyens qu'il a eu. Après à Naples il a pris un titre, quand même ça reste quand même pas mal, et après il prend une Coupe d'Italie. Après, oui, dans le jeu, des fois, c'était un peu ennuyant. Il n'a pas peut-être exploité l'effectif à 100%, mais il fait ses points, il prend un titre et quand même, il est dans les clous. Moi, je me disais, bon, c'était pas mon choix numéro 1, mais avec l'effectif qu'il y a, l'expérience qu'il a, le fait que, quand même, il sort de Serie A, donc peut-être le meilleur laboratoire pour un entraîneur. Oui. Je me dis qu'à l'OM, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais il faut voir combien de temps ça va mettre pour se mettre en place. C'était ça la vraie question. Parce que le fait qu'il réussisse, ça manquait de respect à Marcelino, mais tu as un super effectif. Quoi qu'il en soit, avec ses lacunes, on en parlera plus tard.
mais tu as quand même une base sur laquelle tu peux capitaliser. Et là, pour le coup, il est direct dans le truc. Il y a déjà des résultats, tu vois déjà des bribes intéressantes. Contre Le Havre, c'était bien. Contre Monaco, c'était bien par intermittence. Brighton, pareil. Et là, on est sur un cycle positif qui me fait plaisir. Super. Bah écoute, ouais, merci. Non, mais c'est assez complet. Je pense que tu rejoins un peu ce qu'a pu dire Younes. Mon cher Opti, moi j'ai envie de savoir parce que bah, Opti, comme pour ceux qui n'ont pas compris, Opti ça vient d'optimiste. Donc c'est quelqu'un qui par nature est très optimiste. Tout le monde est optimiste, hein. Je pense que là autour de la table il y a beaucoup d'optimistes. Mais le frérot optimiste est très 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 optimiste. Du coup, voilà, là où je voulais en venir, c'est que au moment de la nomination de Gattuso, est-ce que même quelqu'un comme toi a réussi à être optimiste, ce qui n'était pas forcément gagné? Et quel regard t'as, tu vois, sur ce début d'ère Gattuso? Ben, moi, je le dis humblement, à la nomination de Gattuso, j'avais aucune connaissance de ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi. Donc, premier réflexe, c'était de voir les résultats de manière, sur des grilles, on pourrait dire sur des grilles Excel. Ouais, Et je trouvais un peu les réactions exagéré. un peu Ouais. exagérées, parce que c'était, hormis l'expérience à Valence, il n'a pas d'expérience catastrophique dans sa carrière. Et moi, je rejoins C'est- la majorité des choses qui ont été dites par Alba et Younes. Franchement, je pourrais les signer de mon pseudo optimiste. Mais pour revenir un peu plus sur certains points, on parlait de Younes, il parlait de ce qu'il a réussi à s'imprégner du groupe, à se faire aimer, patati patata. Moi, sur les points où j'ai beaucoup aimé, c'est la communication pendant les matchs. Et ça dénote particulièrement de Marcelino, je trouve. Tu trouves? Parce que que ça Un soit peu. dans les résultats favorables ou défavorables, ou vers les bons joueurs ou les mauvais joueurs, enfin, que ça soit Aubameyang quand il a mis son but dimanche, ou Balerdi quand il réussit l'intervention, c'est facile d'encourager un joueur qui réussit. Mais moi, un truc qui m'a interpellé particulièrement, c'est son rapport à Paul Lopez. Parce que Paul Lopez, depuis qu'il arrive à l'OM, ça alterne entre le bon et le moins bon. Et en général, les joueurs de foot, quand ça alterne entre le bon et le moins bon, c'est souvent une question c'est De souvent confiance psychologique, de confiance psychologique. et de tête. Mm. Et lui, que ça soit contre Le Havre, Brighton ou Monaco, comme l'on peut le dire les commentateurs pendant les matchs, il dit Gattuso, il a interpellé Paul Lopez, Gattuso, il a regardé Paul Lopez, Gattuso, il communique beaucoup avec son gardien. Et je trouve que ça va de pair avec une performance de Paul Lopez contre Brighton et contre Le Havre, qui sont déjà plus intéressante que son début de saison ou même que son match à Monaco, par exemple. Donc je me dis que au-delà de mettre en confiance ses meneurs de jeu, les mecs qui vont tirer son équipe, on en parlera plus tard de l'effectif et des joueurs particuliers ou qu'on apprécie particulièrement. Je trouve qu'il y a une volonté de fédérer le groupe, qui n'est pas seulement dans les actes qui est pas seulement, pardon, dans les paroles en conférence de presse, parce Ouais. que les Ça, conférences de Marcelino, elles étaient belles aussi, hein, ouais, elles ouais, ouais, étaient, c'est bien beau les il y avait conférences. tout. Il y avait tout dans ses conférences de presse. Mais lui, on le voit dans le comportement, ça dénote d'autres choses. Et je trouve dans cette période de pression dans laquelle il est arrivé, prendre la pression sur lui et l'enlever du groupe, c'était un truc très intelligent en termes de management. Il y a juste pardon, un petit truc Yous, pour compléter ce que dit Opti. Je suis hyper d'accord avec ce qu'il dit. J'ai une scène que je viens de me remémorer là, c'est quand il harangue Murillo. Je crois qu'on est vers la 70e minute, il y a Ouais. 2-0 à ce moment-là. Il y a Murillo qui reçoit un ballon sans savoir ce qu'il va en faire derrière. Il tergiverse un petit peu, il commence à s'enflammer un peu. Et il lui met une bronca dans les oreilles directement. Et comme tu dis, Opti, c'est facile d'entretenir un groupe qui vit bien et d'encenser ceux qui font des bonnes choses. Mais à ce moment-là, je trouve qu'on a vraiment ce qu'un coach doit être, c'est-à-dire quelqu'un qui s'assure de maintenir une bonne dynamique, qui ne laisse pas les joueurs s'enflammer et qui s'assure justement que la production collective garde toujours beaucoup de rigueur. Et je trouve que c'est une situation qui illustre bien ce que tu disais également. Ouais. Ouais, et ça me fait penser à une autre scène que j'ai vue pareil contre Le Havre, que le commentateur a relevé, je crois que c'est Julien Brun ou l'autre, je sais plus, sur Prime. Mhm. Léo Balerdi, on est tous d'accord que depuis Ah bah l'arrivée, enfin, depuis Brighton, Brighton, sa perf, elle était superbe. Et on était tous sensationnel. contents de revoir, ouais, sensationnel. Il méritait un 8 sur 10. Et, et contre Le Havre, il est dans la. Même si, bon, ils n'ont pas trop de À travail, contribution, ouais, ouais. ils sont pas trop mis à contribution. Chancel Léo, le match est géré de A à Z. Mais il y a eu une action où, enfin, Léo, bref, est en très bonne posture, sort d'un énorme match. Là, il est dans un match confortable où il fait le taf.
Et il y a une action où Léo, il porte un peu le ballon et il fait une passe qu'on va dire neutre, tu vois, alors on sait qu'il est capable d'autre chose. Et le commentateur relève, il dit, Gattuso il a mis une soufflante à Léo sur cette passe Ouais, un peu machin. Et tu te dis, bon, le je me mec, rappelle de ce moment. Ouais. il sort Léo, peut-être qu'il aurait même pas sorti si Hugo se blesse pas. Le mec lui sort un énorme match contre un choc, enfin, le match contre Brighton. Tous les supporters marseillais signent pour le match nul avant le début du match. Léo, il a une grosse responsabilité là-dedans. Tu peux te dire, bon, vas-y, il va jamais lui parler à lui. Il va le laisser se balader et se Et satisfaire de non. ça. Et non, soufflante. Frérot, fait mieux. Donc, sur tous les aspects, Et au niveau du management, qui est pour l'instant la seule chose qu'on peut juger, parce que 3 matchs pour mettre en place du jeu. ouais, bah, bien sûr. Après, Ah, oh, vas-y, vas-y. excuse-moi de te couper, Opti, mais sur ce Vas-y. point-là, en plus, surtout, tu vois, quand tu es dans la gestion humaine d'un groupe, je pense que quand tu es dans tu as cette capacité à pouvoir les engueuler dans ces moments-là, c'est que tu as atteint un point où tu es certain que ça va être entendu. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sûr de pas Ouais, bien braquer le sûr. joueur. Et c'est que tu as bien travaillé en amont si tu es capable de faire ce genre de remarques comme tu le dis. Donc c'est super important. Excuse-moi, t'as recoupé, tu peux reprendre. Et Non, et sinon, de surcroît si vite, hein. Le Ouais, jugement voilà, est c'est fait ouais, ça. si vite, Ouais. hein. très, très Ouais. vite. Et je Mais voulais conclure sur le fait qu'il ait mis, je sais pas, une semaine pour comprendre qu'Aminarit était un important, joueur contrairement extraordinaire. à d'autres coachs, Et c'est ça? non, 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 tranquille. On va laisser ça Pour les dans le, prochains. dans le, Pour les on va prochains. laisser, ouais, peut-être pour les prochains. Enfin, le fait de direct faire les éloges d'Aminarit, c'est c'est quand même la manière de s'identifier à certains joueurs et de tabler sur eux. C'est quand même une manière assez simple de déceler un coach et ce qu'il a envie de faire. Et quand le joueur qui choisit, c'est Amin Harit ou même Iliman Ndiaye, il y a de quoi être confiant sur le fait qu'il a envie de jouer au ballon. Et les C'est performances d'Harit lui donnent lui raison, rendent donc bien. Lui rendent lui rendent très bien. bien. On a vu la compile hier soir et puis je pense que tout le monde l'a vu. Cette compile incroyable d'Amin Harit sur ce match. D'ailleurs, même Raphaël Leao sur Instagram a réagi à la compile et était impressionné. Il a dit: Wesh, c'est trop. Voilà. Je cite. Dans le chat, il y a notre ami Lulufex qu'on salue, qui nous a donné une petite information, une petite statistique supplémentaire par rapport à notre discussion sur Gattuso. À titre d'information, c'est pas forcément directement lié avec ce qu'on a dit, hein, mais ça peut intéresser du monde qui nous écoute. À titre d'information, un changement de coach, quel qu'il soit, ça vaut 2 à 3% de chances de gagner en plus sur les 2-3 premiers matchs dans les modèles de prédiction les plus efficaces. Mais l'influence positive qu'il a sur le groupe, en tout cas Gattuso, semble indiscutable. C'est quelque chose qui est intéressant à savoir, hein. Enfin, à savoir. Je pense que on le voit tous, hein. C'est pas tout le temps que l'effet électrochoc d'un changement de coach se fait, mais clairement, voilà, il y a la Petite pensée à transformation. Fabio Grosso. Oui, voilà, c'est ça. Il faut pas trop en vouloir peut-être à Fabio Grosso, hein, nos amis lyonnais, s'il y en a qui nous écoutent. Avant de passer au sujet suivant, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de faire un podcast, un contenu le plus dense possible et pas forcément trop long. Et on a 3 sujets. Il faut qu'on puisse les aborder. Avant ça, je sais que mon ami Ariles n'a pas encore parlé sur le sujet Gattuso, et je sais qu'il a un avis assez intéressant et une position intéressante à défendre là-dessus. Donc on va le laisser parler et on va conclure sur ce sujet Gattuso ensemble. Ariles, on t'écoute. Moi, ma position sur Gattuso, elle est très simple. Je suis totalement convaincu, à la fois par ses débuts et par les arguments qui ont été énoncés par mes camarades. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit, sauf peut-être un argument d'Alba où il a dit qu'il n'y avait aucun supporter de l'OM qui avait pensé à Gattuso Il y avait avant que toi. son nom soit annoncé. C'est faux parce que j'ai milité C'est pour vrai, lui. c'est vrai, c'est vrai, il y avait toi. C'est vrai, il y avait J'ai- toi. C'est vrai. Directement après la défaite au PSG, j'ai pensé à lui. Je, je Pour, mets- je- pour je mets- l'anecdote, pour ceux qui savent pas, Ariles, je faisais un stream, je crois la veille ou l'avant-veille de la nomination de Gattuso, où on réfléchissait à quel coach, etc. Voilà. Et Ariles devait venir ce soir-là et il me dit avant le live, je vais venir sur le live et je vais parler de mon choix. Mon choix, c'est Gattuso. Et moi, je rigole et tout. Voilà, on dit, mais t'es sérieux, toi, Gattuso? Et le lendemain, tu vois, voilà. Et c'est histoire vraie, hein, histoire vraie. Ouais, mais moi, je suis totalement convaincu à la fois par le personnage, parce que par ce qu'il est en train de mettre en place sur le terrain. Je trouve que, comme l'ont souligné Opti, Younasri et Alba,
l'impact qu'il a eu sur l'effectif, la mainmise qu'il a déjà sur le groupe, le fait que ce soit un entraîneur aussi qui est proche de ses joueurs, un personnage qui a l'air d'être assez attachant, qui sait motiver son groupe, qui sait recadrer certains joueurs, qui sait remettre en question. Vous l'avez dit, la scène avec Leonardo Balerdi, mais on avait aussi les discours pour motiver Jonathan Klaus avant le match contre Brighton. Je trouve que pour moi, c'était le coach, je vais pas dire idéal, mais quand je regardais le marché, c'était le meilleur coach pour relancer cette équipe. Comme j'ai dit, de par son caractère, mais aussi quelque chose que j'ai envie de souligner aussi, c'est son idée de jeu. Il y en a beaucoup qui nous l'ont vendu sur Twitter, notamment le compte Napoli France, comme un tocard qui avait une vision du football assez minimaliste. Je suis désolé. Il y a juste à regarder comment ces équipes ont joué, même son FC Valence, qui a pas forcément eu des résultats exceptionnels. Il y a juste à regarder les matchs du FC Valence, tu vois tout de suite, il y a une identité de jeu qui est offensive, avec une volonté d'avoir des combinaisons rapides, d'être protagoniste, d'être haut sur le terrain, de faire tourner le ballon, d'avoir le ballon. Et c'est ce qu'on a vu aussi à l'Olympique de Marseille. Et moi, je trouve ça, pour l'instant, je trouve que ses débuts, à la fois dans le contenu, dans ce qu'il dégage, sont une réussite. Mais il y a aussi, quelque chose qui me plaît, c'est que, bah, j'étais pas un grand fan de Marcelino de par le jeu qu'il proposait, l'attitude qu'il avait, même si je pense que c'était peut-être un meilleur coach que Gattuso, parce que c'est un coach qui aujourd'hui a plus de références que Gattuso. Mais Gattuso, je trouve surtout que c'est l'anti-Marcelino. On est passé d'un coach, qui était pas très expressif, qui était très réservé, à tout l'inverse. Un coach qui avait une idée de jeu qui était, enfin, je vais pas dire passive, mais quand même défensive, où tu subissais, où on avait du mal à voir l'OM dominant quand l'OM avait le ballon et devait faire le jeu. Un OM offensif avec un coach qui, bon, pas dans la caricature du mec qui a une grosse voix et qui gueule, mais qui en impose. Et moi, je trouve que c'est top. On attendait du football, rock'n'roll à Marseille parce qu'il y avait quelqu'un qui nous l'avait annoncé en conférence de presse à la fin du mois de juin. Et peut-être qu'on l'a enfin trouvé. En tout cas, moi, je suis totalement ravi par les débuts de Gattuso. J'espère que ça va continuer comme ça. Et hâte de voir la suite parce qu'il y a énormément d'axes à améliorer. Je pense notamment, par exemple, aux sorties de balles, aux phases défensives, au pressing haut. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur les prochaines journées de Ligue 1 et sur les prochaines journées d'Europa League. Merci Ariel. Il y a aussi un point dans les perspectives d'évolution, d'amélioration et la marge de progression que l'équipe a encore. C'est le point physique. C'est un truc qui a été quand même souligné par Marcelino, par Gattuso, du coup, lapsus révélateur, à plusieurs reprises depuis qu'il est arrivé. Encore avant le match contre le Havre. Ça a été d'ailleurs souligné par un des viewers dans le chat. Potentiellement, tu dis qu'une équipe encore plus sûre de son karaté physiquement, elle peut aller encore plus haut que ce qu'elle fait actuellement, hein. Ben, si on reste non plus, on reste aussi mesuré sur ce qu'on a pu voir. Je voulais juste rajouter une petite précision avant de conclure sur le sujet Marcino. Tu parles de J'aurais son deux petites choses Valence. à Ouais, ajouter bah juste pas de après, souci, Younes, c'est Younes. toi qui concluras, y a pas de souci, mon frérot. Par rapport au FC Valence, c'est vrai que quand on regarde au niveau comptable, on peut se dire que ça n'a pas été une réussite, mais justement, moi je me suis surpris, j'ai absolument pas suivi son Valence, mais je me suis surpris à lire des avis de spécialistes de la Liga qui avaient dit justement que son passage à Valence était pas du tout aussi négatif qu'on pourrait le croire. C'est qu'effectivement, ça s'est pas bien passé au final, mais la situation était tellement critique qu'il y avait peut-être rien à faire et que malgré ça, il avait réussi à changer un peu le visage de l'équipe dans les intentions. Il y a notamment Luis Enrique, qui est quand même un très grand coach qu'il avait adoubé d'ailleurs il y a quelques mois, il l'avait dit sur Twitch quand il faisait des streams, le concurrent. Il disait, bah moi, l'équipe du moment que j'aime suivre, c'est le Valence de Gattuso. Bah, et tu vois, enfin, il y a ce genre de petits trucs qui laissent penser quand même qu'il y avait des embryons de choses, en tout cas à Valence. Younes, Juste ouais, vas-y Ariel, et après Younes pour le sans mot de la fin. éterniser le débat, parce qu'après, il y a Younes qui doit avoir le mot de la fin. J'avais dit, lorsque j'étais passé sur le stream, que l'expérience que je connaissais le moins, c'était Valence. Et Mhm. justement, avant ces premiers matchs à l'OM, je me suis refait des matchs de Liga. Je le pensais pas, mais on était vraiment dans la caricature d'une équipe qui est protagoniste, qui veut jouer au football, qui a un jeu offensif, vraiment j'ai vu des matchs de Liga où ils surdominaient leur adversaire et qui se faisaient tuer sur des erreurs complètement bêtes de leurs défenseurs centraux. Donc par rapport à ça, par rapport aux intentions de jeu, Gattuso, c'est pas un clown. Ouais, non, tu fais bien de le préciser. Vas-y Younes. Ouais, je suis entièrement d'accord et justement, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Ariel, c'est qu'un petit détail, mais la façon dont il a organisé le pressing sur les phases offensives, elle était différente sur le match contre Brighton et contre le Havre. On a vu contre Brighton, il y avait clairement la consigne de ne pas aller faire jouer le gardien pour pas faire ressortir la ligne d'attaque et prendre des C'est vents vrai. dans l'axe du terrain.
Et contre Le Havre, du coup, on a une approche différente. Donc ça montre aussi que Gattuso a quand même une dimension tactique intéressante qui mérite d'être creusée à mon sens. C'est un petit détail, hein, mais ça révèle beaucoup, je trouve, du travail d'un entraîneur, surtout quand tu as 3 jours pour préparer un match post-Coupe d'Europe. Et je disais dans le chat, il y avait quelqu'un qui parlait de Gattuso comme l'anti-Tudor sur la gestion humaine. Je trouve la question assez pertinente parce que je trouve qu'à la différence de l'année dernière, par exemple, je n'avais pas trouvé que le groupe vivait particulièrement bien. J'ai jamais senti une équipe forte, soudée, qui s'aimait bien entre eux vraiment. Ouais. Et ça, pour moi, je trouve que c'est l'élément différenciant sur une saison. Parce que, par exemple, la différence entre Sampaoli et Tudor, j'espère qu'on ne va pas se perdre dans ce débat-là, mais Non, c'est que promis, Sampaoli, pas ce soir. je trouve qu'il a été sauvé par un groupe de fous quand il a commencé à bousiller nos matchs par sa tactique. Et quand on voit comment il allait chercher la deuxième place, pour moi, c'est uniquement la force du groupe qui va la chercher, parce Bah, que clairement, il était à sur la le rue. match. Enfin, Pas que sur le match, ouais, mais alors déjà, mais il il y a était deux choses. Il y a révélateur de le ce qui fait, s'est passé, quoi. Ouais, le dernier match. Hein. exactement, il y a 2 choses. Il y a le fait de pouvoir toujours être en course avant le dernier match, et surtout le dernier match, ouais, effectivement, c'est une très belle soirée au Vélodrome. Et par exemple, avec Tudor, on avait une équipe qui était 1000 fois plus aboutie tactiquement, qui proposait un jeu bien plus intéressant à observer et à analyser. Mais dans les moments compliqués, quand le vent a commencé à un peu tourner, je trouve qu'on n'a jamais su trouver le second souffle qui vient justement de la force du groupe. Non, mais je te rejoins là-dessus. Je suis content parce qu'il n'y a personne qui t'a répondu pour lancer le débat sur Sampoli. Mais on aura le Parfait. temps de le faire. Non, non pas que je voulais pas le faire. Oula, non pas que je veux pas le faire, mais comme tu sais, il y a notamment le sujet du cas Aubameyang. Mais, attends, quoi, on a fini sur les débuts de Gattuso, on n'a pas fini parce que ça va pas s'arrêter. Gattuso, il est encore là, on aura l'occasion d'en reparler, on fera des points tout au long de la saison sur ce que nous donne Gattuso. C'est quand même un des sujets principaux de cette équipe-là. Et il est temps du coup qu'on passe au deuxième sujet, le cas Aubameyang. Alors, moi, je vous avoue que je fais partie des étonnés de ce sujet. Pas le fait qu'on en parle hein, lors de ce stream, lors de cette émission, mais bon, je suis assez soulagé qu'on ait cette discussion-là, le lendemain d'un match où il a été juste énorme, et enfin récompensé de ce qu'il pouvait faire dans le jeu en Ligue 1, parce que moi, j'ai jamais compris les discussions qu'il pouvait y avoir sur ce joueur, tant pour moi, son concurrent boxe pas dans la même catégorie, avec tout le respect que je lui dois. Même si, du coup, comme je le dis, il a ouvert son compteur en Ligue 1 seulement hier. Aubameyang, en 12 matchs cette saison, en seulement 2 mois, c'est peut-être aussi un élément à prendre en compte quand on analyse le début de saison d'un joueur qui a bientôt 35 ans, si je ne me trompe pas. En 12 matchs cette saison, c'est 5 buts et 3 passes. Alors peut-être que le débat il se divisera en plusieurs sous-parties, parce qu'effectivement, il y a la comparaison avec Vitinha, je pense qu'on va être obligé de la faire. Est-ce que ces chiffres, on peut se dire, voilà, je viens de les donner, est-ce qu'ils doivent être suffisants quand on sait que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement bien payé, qui a un rôle. Et est-ce qu'il souffre pas également de la comparaison avec Alexis Sanchez, qui a fait une saison statistiquement et en termes d'importance statistique exceptionnelle l'année dernière? Mon frère Alba, je sais que ce sujet te tient à cœur. Oui, et pas forcément toujours pour les bonnes raisons, mais on n'ira pas sur ce terrain-là. Mais on va pas parler du défrisage qu'il a fait pendant des années, ça c'est écarté. De son passé, etc. Des doutes qui pouvaient exister à sa signature parce qu'ils étaient présents. Ouais. Et on va se contenter de parler de l'apport qu'il a depuis le début de saison. Moi, moi je fais partie des gens qui étaient très enthousiastes lors de sa signature, et je trouvais que on a eu plusieurs discussions, hein, Youps, cet été, et on avait des avis divergents, mais c'était vraiment intéressant de voir les avis de chacun. Moi, j'étais très enthousiaste à l'idée de le voir à l'OM, et parce que aussi le mariage avec Marcelino, il m'intriguait, parce que bien que, comme tu as dit, il a bientôt 35 ans, mais ça restait toujours un attaquant de rupture, donc il pouvait profiter des espaces pour les attaquer et peut-être faire mal. Mais voilà, il fallait s'attendre à ce que ça mette du temps. Et ma première grande surprise, c'est que pour le coup, autant il y a des joueurs qui ont été en dessous, autant lui, il ne l'était pas du tout. Il a toujours été relativement bon, si on contextualise sa signature, le contenu de toute l'équipe. Si tu prends plein de paramètres à prendre en considération, globalement, il a toujours été bon. Et dans le match le plus important du début de saison, contre Panathinaikos, il a été excellent.
Et après, il y avait cette question de la Ligue 1 où il ne marquait pas. C'est, qui se pose de manière très légitime. Ouais. Comme ça a été dit, il souffre de la comparaison avec Alexis et il est payé un sacré paquet d'oseille. Donc, bien sûr, ça rentre en considération. Les gens ils commencent à se dire ah, bon, il n'a toujours pas marqué. Bon, rapidement, l'Ajax, comme j'ai déjà dit dans un de tes lives, Ouais. à chaque fois que l'OM est face à un gros danger, pour l'instant, il a répondu présent parce que l'Ajax, c'est un match charnière, clairement, parce que si tu te fais exploser, ben, peut-être que c'est beaucoup plus dur pour Gattuso de se relever de tout ça. Mais l'OM, voilà, lui, il a été là. Il a répondu présent. Et moi, pareil comme toi, j'ai eu cette question de pourquoi les gens, voilà, ils sont déçus de Aubameyang sur le début de saison, alors que quand tu regardes ses partitions et ses sorties, Bah oui, dans le globalement, elles contenu. sont bonnes. Elles sont bonnes. Oui, il manque le dernier geste. Oui, bien sûr, ça, on ne peut pas lui enlever. Mais il se crée des occasions. Il est un bon support pour ses coéquipiers. Il te permet d'apporter une profondeur et de faire reculer les blocs sur 10-15 mètres sur certaines séquences. Il dézone, franchement, on ne se rend pas compte, mais le fait qu'il dézone et qu'il laisse un peu plus l'axe à des joueurs comme Harit, des joueurs comme Ilman, on a vu qui, bon, Correa même, là Ouais. sur les derniers matchs, Monaco aussi. ça leur permet, eux, de Premier pas but vient rester de sur là, une Monaco. position fixe. Bien sûr, ça leur permet de ne pas rester dans une position fixe et de, voilà, ils sont tous plus ou moins attirés par l'intérieur, c'est normal. C'est des joueurs plus ou moins techniquement au-dessus, ils ont tous cette envie, voilà, d'aller provoquer, de rentrer, d'aller fixer, c'est normal. Et Aubameyang, il te permet ça, ça veut dire qu'au-delà des buts et des stats, il permet aux autres de briller par ses déplacements, par sa présence. Et juste ça, c'est un point qui est énorme parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, tu l'as dit, il a un concurrent. Ce concurrent-là, quand il est sur le terrain, il ne te permet pas ça. Ouais. Peut-être qu'il va t'amener un but, mais il ne te permet pas aux autres d'être bons. Parce que lui, il permet aux autres d'être bons. Peut-être qu'il ne va pas marquer de but, mais ses décrochages, le fait qu'il dézone, qu'il laisse la place à un autre, c'est des choses qui permettent aux autres d'être bons. Et juste sur cet aspect-là, pour moi, il n'y a même pas de débat sur son début de saison. Et là, le match qu'il fait, plus depuis ce qu'il montre, depuis qu'il a Gattuso, on voit le Aubameyang, moi, que j'espérais avec Marcelino, ben on le voit. La profondeur, les décrochages, les buts, la participation collective, il est hyper impliqué. C'est là où nous, on avait beaucoup de doutes. Franchement, il coche. Pour l'instant, il coche toutes les cases. Non, mais là, il faut espérer que ça continue. Clairement. Non, moi, je veux pas répéter ce que tu as dit, mais je suis sur la même ligne exacte. Il y a même pas de, on déborde même pas. Parce qu'effectivement, en fait, son évolution en tant qu'homme, au-delà de son âge, fait que son style de jeu est devenu trop intéressant. Parce que effectivement, il a plus la pointe de vitesse qu'il avait, mais il est toujours rapide. Il est peut-être rapide moins souvent dans un match. Il va faire moins d'appels. Mais quand il va le faire à 36 à l'heure encore. Et au-delà de ça, il a aussi cette capacité à être bon dans les petits espaces. Il combine, il décroche, il apporte là-dessus. Et puis, il a une capacité sur les 10 mètres, 15 mètres, à te faire toujours le bon appel. Il a raté énormément parce que c'est un argument qui revient souvent. Il a raté énormément. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. c'est cliché de dire ça. Mais un attaquant qui se crée énormément, c'est d'autant plus important. Parce qu'effectivement, plus il y a de volume, plus tu vas rater. Hein. C'est quand même... Et même, c'est mathématique. Ouais. Et les gens, même si on le paye une fortune, mais il est attaquant de l'OM, tu vois. Que les gens ne s'attendent pas qu'un attaquant à l'OM mette toutes ses actions, sinon il ne serait pas là. Ouais. Même à 35 ans. Il était au Barça, il était à Chelsea, il serait resté. Ben ouais, il serait resté. Chelsea, il aurait dit, tu pars pas, tu restes. Qu'il ait du déchet, qu'il ait besoin de 2-3 occasions pour mettre un but, ok. Mais quand tu vois contre l'Ajax, il en a 4, il en met 2. C'est un super ratio, ça finira par tourner. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il marque à chaque occasion, non. Mais c'est déjà bien qu'il te mette déjà 5 buts, il te met déjà des passes D. C'est des choses à prendre en considération. Peut-être qu'à un moment de la saison, il aura une occasion, un but à chaque fois. Et là, on se dira, ah oui, on a vraiment un top attaquant. Donc, étape par étape, moi, pour le moment, je n'ai aucun doute sur son niveau et sur le fait qu'il va montrer encore des bonnes choses. Merci Alba pour ce plaidoyer. Je pense que si Pierre-Emerick t'avait entendu là, il serait content. Il aurait été ému. Est-ce que voilà, Ariles, Opti, Younes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose par rapport au sujet Aubameyang? Ariles, Opti, allez vas-y Ariles, t'as enlevé ton micro en premier. Je pense... Opti, tu lui répondras.
pense qu'en plus, on a à peu près tous le même avis. Mais moi, je suis totalement d'accord avec qu'a dit Alba. Par contre, je suis aussi d'accord sur le fait qu'on puisse critiquer Aubameyang par rapport à son efficacité sur les premières journées de Ligue 1, en sachant qu'il a vraiment sous-performé. Si juste tu regardes les expected goals, je crois qu'il devait être à 2,5 buts, par exemple, après le match contre Brest, il en avait toujours zéro. Par contre, quand je vois des gens lui reprocher son attitude dans le jeu, l'apport qu'il a avec et sans ballon, je n'arrive pas à comprendre l'avis des supporters. Quand on lui reproche son apport, que ce soit dans ses déplacements, ce qu'Alba a parfaitement souligné, les dézonages qu'il peut faire notamment sur le côté gauche, j'arrive pas du tout à comprendre. Moi, s'il y a bien un point sur lequel Aubameyang est vraiment bon depuis le début de saison, c'est son apport dans le jeu. J'ai juste à regarder le match à Metz, par exemple, où on va pas refaire l'histoire, mais il y a eu des buts refusés, et cetera, mais il a quand même réussi à faire marquer Valentin Rongier. Je crois qu'il fait une passe décisive, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, il est en grande forme, il lance ses coéquipiers, il te sort un grand match. Le match face au Panathinaikos aussi, où il est bon dans le jeu. En fait, j'arrive pas à comprendre les critiques sur son apport dans le jeu. L'efficacité, j'arrivais à comprendre, mais là, on est quand même sur un attaquant qui est maintenant à 5-6 buts, si je dis pas de bêtises, 5 buts et en 3 une passes, dizaine ouais, en 12 et 3 matchs. passes décisives. Donc oui, il y a eu des ratés. Bon après, si on connaît la carrière d'Aubameyang, ça n'a jamais été un attaquant qui, quand il a 10 occasions, met 10 buts. C'est pas Robert Lewandowski. Au contraire, c'est quelqu'un qui se crée des occasions et qui Puis se crée il a énormément souvent croqué d'occasions. hein, dans sa carrière. Il a Et toujours même été à comme ça. Dortmund, il croquait. Ouais. Mais vu qu'il se crée énormément d'occasions et que quand même, il a cet aspect renard des surfaces où sur un match, il peut t'en claquer 3, il va te mettre ses buts. Moi, je suis globalement satisfait par ses prestations. Et ce qui m'outre le plus, fait que je suis le plus outré, c'est la comparaison avec Victor Vitinha. Alors, On y vient. je concède que le comité des amis de Victor Vitinha est de plus en plus grandissant sur les réseaux sociaux et qu'on essaye de créer une dualité avec Pierre-Emerick Aubameyang. Mais quand tu regardes les matchs de l'Olympique de Marseille, que tu regardes ce que les deux sont capables de faire balle au pied techniquement, l'apport qu'ils ont, et pour moi, le match qui l'illustre le plus, c'est le match contre Brighton avec l'entrée, je suis désolé, qui est catastrophique de Vitinha et pour moi, le bon match d'Aubameyang. Tu vois qu'il n'y a pas photo entre les deux. Et même si Aubameyang est un peu moins bien, il y a pas photo entre les deux, que ce soit statistiquement, que ce soit dans l'apport dans le jeu. Donc je comprends absolument pas les critiques envers Aubameyang et encore moins celles qui servent à mettre en valeur Victor Vitinha. Merci Ariel. Younes, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Il y a Ariel qui voulait dire un mot peut-être juste avant, non? Non, non, je crois pas. Non, il avait coupé Non, le non, micro, je pense que c'était Ok. 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 Il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Alors déjà, à titre personnel, Aubameyang, à mes yeux, il part de très très loin parce que j'ai vraiment T'avais aucune jamais aimé attente. l'attaquant. Ok. Non, non, c'est surtout que j'ai jamais aimé l'attaquant, que ce soit à Dortmund, T'es pas le plus seul, jeune dans le chat, il y en a qui le à critiquent la aussi. Hein. SSE, etc. Non, pour le coup, donc j'ai jamais aimé l'attaquant, mais je suis très satisfait de son rendu à l'OM. Et je pense que les critiques, elles viennent principalement de la comparaison avec Sanchez, qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être parce que, certes, c'est un moins bon joueur de football qu'Alexis Sanchez, mais à la différence d'Alexis Sanchez, je le trouve beaucoup plus connecté à ses coéquipiers que n'était Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, il y a beaucoup de matchs où, pour moi, il avait un côté un peu ovni dans cette équipe. Il était un peu déconnecté des autres. On sentait qu'il était deux classes au-dessus de tout le monde et que c'était un peu frustrant pour lui et que ça tirait pas forcément le groupe vers le haut. Et à l'inverse, je trouve que Aubameyang a une très bonne relation avec tous ses coéquipiers. Vous l'avez tous très bien souligné, son apport dans le jeu, il est hyper intéressant. Yous, toi, tu soulignais sa qualité d'appel de balle. Moi, c'est ce que j'ai préféré dans son match dimanche contre le Havre. Ouais. C'est que sur le premier but, C'est une sa menace capacité à ne constante. pas être hors jeu, sa capacité et son intelligence pour ne pas être hors jeu, elle est hyper précieuse. Même pour le coup, sa passe décisive avec Antoinette sur Sarr, je pense qu'il y a beaucoup de réussite, mais il faut avoir beaucoup d'instinct pour mettre le ballon dans cette zone-là, et c'est très bien joué de sa part. Donc moi, très honnêtement, je n'aimais pas le joueur, et je suis très satisfait de ses performances à l'OM pour l'instant. Comme vous le dites, c'est un attaquant qu'il faut prendre comme il est, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'occasions, il n'est pas clinique devant le but, et il va falloir s'attendre à ce que justement il en croque beaucoup et que ça puisse nous frustrer. Mais dans le même temps, quand un attaquant a une telle facilité à se créer des occasions, je trouve que c'est toujours rassurant. Je me rappelle toutes proportions gardées, bien sûr, mais des débats à l'époque avec Cavani au PSG, Ouais, c'était un peu la même chose. mais c'était les mêmes débats. Non, clairement, c'était les mêmes débats. Ouais,
Et pour le coup, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les attaquants qui arrivent à se créer beaucoup d'occasions. Et je suis prêt parfois à accepter qu'ils aient un peu de déchets techniques dans leur finition. Et sur ça, je pense que Aubameyang pourra me compter dans ses rangs de supporters parce que ce qu'il a montré depuis le début dans sa faculté à se connecter aux autres, hein, j'insiste vraiment sur ça, mais pour moi, c'est vraiment la grande qualité qu'il a eu pour Ouais. l'instant. Je le trouve vraiment très bon esprit avec tout le monde. On sent que c'est quelqu'un qui va être apprécié et qui est déjà très apprécié dans le vestiaire. Et ça, c'est très important quand tu es un leader d'attaque. Et Alba le soulignait, c'est notre plus gros salaire, donc c'est très très important que cette connexion avec les autres. Et je pense Merci. que ça va masquer beaucoup des carences, par exemple, qu'il n'a pas par rapport à Sanchez. Merci Younes. Je vais lire une petite réaction du chat d'un certain Hakim13 qui est pas du tout d'accord avec nous sur le sujet Aubameyang, qui nous dit alors on aurait dû garder Bamba Dieng. Il se procure beaucoup d'occasions aussi si c'est ça le plus important. Opti, Oula. est-ce que ouais, je cautionne pas du tout. Je cautionne pas du tout ce que je viens de lire. Mais Opti, est-ce que toi, on t'a pas entendu sur le sujet Aubameyang? Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou même quelque chose à répondre aux frérots qui préfèrent Bamba Dieng du coup? Franchement, je suis un peu pris au dépourvu par le commentaire que tu viens de lire. J'ai Non, pas mais on trop de reste dans le réponse respect. à... C'est un Non, non, nouveau bien et tout. sûr. Je suis juste pris au dépourvu. Mais il en attend J'ai pas... beaucoup, c'est ce qu'il nous dit. Non, j'ai compris Hakim 13, hein, je me permets de te répondre, j'ai compris que c'était ironique. Mais en tout cas, il en attend beaucoup plus d'Oba, lui, pour le coup. Opti, je t'en prie. Mais moi, pour le coup, Aubame, je trouve que c'est un sujet, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que autant à sa signature, je comprenais les doutes sur certains points, genre par exemple sur la justesse dans le jeu. Franchement, j'en attendais vraiment pas autant de sa part. Mais quand je dis vraiment pas autant, c'est je le trouve largement au-dessus de mes attentes sur ce point-là. Donc j'avais plein de doutes sur les capacités offensives de l'OM sur plusieurs joueurs, que ça soit son concurrence en attaque, que ça soit lui, que ça soit Correa, que ça soit d'autres joueurs. On reviendra après sur l'effectif. Mais donc Obama, moi, personnellement, dans le jeu, et dans la justesse et dans son rapport à la relation avec ses coéquipiers, je le trouve au-dessus des attentes. Et le reste, honnêtement, personnellement, j'avais pas de doute. Genre, Ouais, ok. quand on parle de l'acclimatation au club, je me rappelle c'est pas exactement le même groupe, mais il y a quand même une filiation. Je me rappelle de l'arrivée de Cédric Bakambu en janvier 2022. Mhm. Et au bout d'une semaine, le mec était chez lui, quoi. Ouais. Et je pense qu'Obama, c'est exactement la même chose. Tous les survivants de ce groupe-là, Harit, Rongier, parce que peu importe les détracteurs, il fait partie de ce groupe de bons vivants de l'OM. Qui a d'autres en francophone. Là, il y a l'arrivée de Geoffrey Kondogbia. Donc autant sur l'aspect groupe, j'avais aucun doute sur l'acclimatation. Et dans le jeu, je le trouve plus que satisfaisant, quoi. Il a un peu vendangé. Je pense qu'il lui manque. En fait, il lui manque un but qui te rapporte 2 points contre je ne sais quelle équipe, par exemple Nantes. Ouais. Et il n'y aurait pas autant de débats, tu vois. Je pense qu'il n'y en aurait même pas eu. Et sinon, son bilan statistique est bon. Et il pourrait être excellent s'il n'y a pas le hors-jeu de 1 millimètre de Sarr contre Metz où il fait une passe D déjà. Personne ne l'a évoqué, mais la passe D contre Monaco, il a le temps, certes, mais la passe D pour Ndiaye, Pour Ndiaye, elle est superbe. elle est belle. Et les critiques sur le fait qu'il rate des occasions, les gars, si quelqu'un dans le chat a le nom d'un attaquant que l'OM a les moyens de signer, ou n'importe quel Qui ne club dans le monde a rate les pas. moyens de signer, qui ne rate pas d'occasion, franchement, vous avez une place dans n'importe quel club sur la planète parce que honnêtement, je crois que ça n'existe pas un attaquant qui ne rate pas d'occasion, les gars. Regardez les matchs des équipes qui ont les plus grands neufs de la planète, que ce Il y en soit a un, hein. Erling Haaland, Bah, Robert il Lewandowski. croque énormément Erling, hein. On compare pas Erling et Aubameyang, hein, Non, je on tiens à te compare le dire. jamais. Bah, Oui. juste Non, parce qu'on les Mbappé connaît. hier Même- encore. On les connaît, hein. Mbappé encore hier, avant-hier. Hier. Enfin, Hier. hier. Les gars, si vous connaissez un joueur qui croque pas, vous avez une place dans n'importe quel club de la planète parce que personne ne le connaît, ce joueur. Si vous le connaissez, dites-le nous. Une fois que tu as dit ça, Opti, c'est hyper intéressant. Parce qu'une fois que tu as dit ça, concrètement, ça veut dire qu'à Marseille, qu'est-ce qu'on doit attendre de notre attaquant? Bah, c'est exactement ce qu'Aubameyang fait, c'est-à-dire un attaquant qui est connecté au jeu, qui est connecté aux autres et surtout qui se crée beaucoup d'occasions. C'est ça le critère principal. C'est ça. Et en vrai, le commentaire sur Dieng, il était teinté d'ironie, mais dans les faits, je me rappelle très bien sur les débats à l'époque avec Milik, Ah oui, non. cette ordure-là. Et justement, moi, j'avais toujours cet avis-là de préférer que Bamba Dieng soit titulaire par rapport à Milik, parce que certes, il était hyper maladroit, mais il avait une capacité à transformer le visage de l'équipe et on se créait toujours 2 ou 3 fois plus d'occasions quand Bamba Dieng était là. Et je trouve que c'est vraiment une 4 ou 5 qualité même. hyper rare. Pardon? 4 ou 5 même.
Ouais, j'ai tenté Ah de ouais. de pas être marseillais et de pas trop en rajouter, mais dans l'idée, c'est ça que je veux soutenir, c'est que à Marseille, qu'est-ce qu'on doit attendre? Pour moi, c'est un attaquant qui a cette capacité de créer des occasions et de créer un important volume d'occasions autour de lui. Et là, avec Aubameyang, je trouve qu'on est en plein dedans et ça aurait été compliqué d'espérer mieux sur ce mercato au vu de nos finances. Et un dernier truc que je voulais dire sur Aubame, avant peut-être qu'on passe à l'effectif. Le truc hyper intéressant et qui montre que ça reste un attaquant de classe internationale, même s'il est sur la fin, c'est comme on l'a dit, il n'avait pas encore marqué en Ligue 1. Il y avait des doutes autour de lui. Et je crois que c'est Alba qui l'avait soulevé sur Twitter. Enfin, son premier but, c'est un piqué, et un piqué extraordinaire, quoi. Genre, c'est pas tous les L'inspiration, elle est attaquants. incroyable. C'est pas tous les. Genre, un attaquant pas en confiance, il fait pas ça, tu vois. Ouais. Lui, il n'a pas Ouais. encore marqué et il s'en tape, frère. Il est sûr de lui. Il a fait des saisons à 40 buts. Ça parle, ça parle, ça parle. Allez, vas-y, match au Vélodrome. Et Ah, je marque un but sur un piqué d'une La talonnade aussi, subtilité. hein, dans le le même le esprit. Il aurait pu, tu Ouais, vois, ah, ouais. mais un il fou est en aurait croqué et confiance. aurait tenté de marquer, hein. Mais il a en confiance au moment de la talonnade, donc j'aime Ouais. bien l'exemple d'Opti sur ça. Moi, ce qui me frappe sur le but du Piqué, très honnêtement et très humblement, je trouve que le Piqué, il n'est pas compliqué à mettre, mais parce que le ballon arrive tellement bien que c'est pas compliqué Ah bah, de c'est la piquer. incroyable, Mais hein. le relâchement qu'il a pour effectuer son piqué, ça illustre exactement tout ce qu'Opti vient de dire, à savoir le fait qu'il n'est pas du tout en doute, il est sûr de son karaté. Et clairement, enfin, la façon dont il est relâché pour l'effectuer, c'est Ap- ap- l'illustration de ap- tout ça. Après, le piqué est pas dur à mettre, mais je connais d'autres attaquants qui auraient juste Non, bien tiré la sûr. langue et allumé le virage sud. Ouais, on Euh, n'aurait Ouais, pas eu de capot, on n'aurait pas eu de capot pour le prochain match, effectivement. ouais, voilà, ça aurait été un peu compliqué. c'est pas un bon exemple parce qu'il a mis exactement le même, les gars, cette saison. Donc, c'est pas un bon Ah, exemple. voilà. Il a mis pied gauche et contre Reims, je me rappelle, c'est vrai. Et il a mis exactement le même. Donc, c'est pas un bon exemple. Exactement, je Mais, sais mais pas. c'est pas vraiment le même parce que c'est une conduite de balle. C'est pas pareil de lever le ballon sur une conduite de balle. Bah, justement, techniquement, en vrai, ce Vitinha est plus dur à mettre, je trouve. Merci. Juste, du coup, Youss, on avait posé pas mal de questions sur Instagram en story Eh ben, par rapport parfait. au sujet. Balance. Euh, Déjà, j'avais oublié de donner, mais sur un sondage d'à peu près 3000 personnes, par rapport à l'avis des supporters sur les débuts de Gennaro Gattuso, à la question êtes-vous satisfait par les débuts de Gennaro Gattuso à l'OM? 82% d'entre eux, de nos suiveurs, répondent oui. Par rapport à Aubameyang, on vous a également demandé votre avis. On a reçu pas mal de réponses. Du coup, je sais pas, j'ai pas eu le temps de les sélectionner. Demandez quel était votre avis par rapport à Aubameyang. Donc je vais essayer d'en lire, quelques-unes, histoire d'avoir, un peu d'interaction. On a Ours Nicolas qui nous dit, par exemple: «Beaucoup de débauche d'énergie, ce qui joue sur son manque de réalisme». On a Axel également qui, parle de réalisme. Il parle de bons débuts, mais pas assez réaliste sur le dernier geste. Mhm. Waze officiel qui nous dit: «Il essaye, mais manque d'efficacité devant les buts. Il rate pas mal, même s'il a marqué un joli but hier». Hem, alors je vais essayer d'en choisir d'autres parce qu'il y en a pas mal, il y en a beaucoup qui sont très courts. Il y a Yanis qui nous dit: «Il a été très bon, il retrouve le chemin défilé pour la confiance, c'est top». Idriss qui nous dit: «Assez mitigé, on attend beaucoup plus venant de lui malgré de belles prestations». Ramim Bourou qui nous dit: «Pour le moment, je suis mitigé, j'attends de voir la suite». Donc beaucoup qui insistent, beaucoup de J'attends nos de voir suiveurs quand qui même. insistent Ouais. sur l'efficacité, de Pierre-Emerick Aubameyang, à voir pour la suite. À voir pour la suite. À voir. Merci, merci Ariel pour ces petites réactions, hein, et pour conclure sur le sujet Aubameyang, je voulais vous repasser un moment. Je sais pas si voilà, il y a peut-être un petit parallèle à faire. C'est une vidéo qui a été prise par le FC Marseille en sortie de match contre Brighton, pour peut-être voilà, orienter un peu le débat, et on va ensuite passer sur le dernier sujet. Je vous mets ça tout de suite. Aujourd'hui, j'ai pensé à un joueur. C'est un mec qui me manque en fait à l'Olympique de Marseille. C'est Alexis Sanchez. Aujourd'hui, je veux en parler. Je comprends pas pourquoi, parce que ça n'a pas fait scandale. Pourquoi Pablo Longoria et le staff de l'Olympique de Marseille n'a pas voulu garder Alexis Sanchez pour prendre un joueur comme Pierre-Emerick Aubameyang qui a été signé pour un contrat de 3 ans. Donc on va se trimballer Pierre-Emerick Aubameyang pendant 3 ans. Et en fait, là où j'ai pété les plombs, où j'ai pété une durite, Aubameyang en fait qui doit notamment être le leader de cette attaque, parce que c'est un joueur qui est passé par Arsenal, Dortmund, Chelsea, le FC Barcelone, qui a remporté des trophées, qui a joué dans de grands stades. Il porte pas cette attaque, il fait pas ce pressing, chose que
faisait Alexis Sanchez quand j'étais à l'Olympique de Marseille. Et ce que faisait Sanchez, ça poussait notamment ses coéquipiers qui étaient plus jeunes qu'Alexis Sanchez à faire ce pressing, à avoir un bloc haut et à se surpasser. Sanchez a dit qu'il voulait rester à l'Olympique de Marseille, mais que ça ne dépendait pas de lui, ça dépendait de deux parties. Et Longoria, il a dit, on a vu l'effectif, on a parlé avec le staff, ça colle pas, la complémentarité. Donc en fait, je préfère prendre un joueur feignant. Désolé de le dire, parce qu'Aubameyang ce soir, il a été feignant. D'accord, il a mis 2 buts face à l'Ajax, mais si on enlève ces 2 buts, il a fait un match catastrophique. En Ligue 1, il met pas un but, faut pas déconner. T'es attaquant, t'as des ballons, parce qu'il y en a qui j'entends dire Aubameyang, il a pas énormément de ballons. Non, il faut avoir un déplacement sur le terrain, il faut aller chercher ses ballons, il faut notamment pousser ses coéquipiers sur les côtés. Donc ce soir, il me manque Sanchez, parce que c'était un joueur de classe mondiale. On regarde l'Olympique de Marseille, sur les 10 dernières années, j'ai pas vu un joueur de classe mondiale comme Alexis Sanchez. On va revenir encore plus fort. Allez, Bon, on passe l'intervention à la fin, mais tu vois, je voulais passer ce passage parce qu'il y a le parallèle qui est fait avec Aubameyang, avec Alexis, que je trouve encore plus savoureux à écouter le lendemain d'une prestation pareille d'Aubameyang. Mais voilà, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu beaucoup de débats qui ont été orientés par ça. Et puis d'une certaine manière, voilà, le débat sur Alexis, il peut peut-être orienter la suite de la discussion sur un effectif trop limité. Mais on aura peut-être l'occasion d'en parler lors des prochaines émissions. Exactement. Mais cette capacité à dire que le joueur est feignant parce qu'il court pas comme un con vers le gardien alors qu'il n'y a rien qui lui demande ni le jeu ni le coach, c'est quand même assez incroyable. Enfin bref, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on va pas rebondir là-dessus. Ouais, vas-y, Arles. Surtout que c'est occulté le style de jeu de cette saison et Ouais, faut aussi regarder comment on jouait la saison passée, qu'il y avait un coach qui demandait un pressing haut. Donc évidemment, et aussi au niveau de la comparaison avec Sanchez, Aubameyang, en termes de poste, de profil d'utilisation, c'est absolument pas le même joueur. C'est plutôt en termes de place dans la masse salariale qui fait que bah, tu pouvais faire que l'un ou l'autre, ou plutôt tu as décidé de faire l'un et pas l'autre, ou de pas faire les deux. Donc la comparaison, elle doit plutôt venir de ce point de vue-là. En tout cas, elle est pas forcément sportive pour moi. Bah, du coup, sinon, Youss, il nous reste un dernier sujet, je crois. bah oui, complètement, ouais, complètement, hein. J'allais te laisser, j'allais t'introduire parce que On va, on y est. vu qu'on est dans le débat et qu'on parle un peu d'effectifs, on sait qu'on s'est C'était beaucoup l'idéal. enflammé, on s'est beaucoup enflammé sur le mercato d'été parce qu'on avait des bons noms, mais on s'est très rapidement rendu compte des réalités de notre effectif lorsqu'on a par exemple vu Emran Soglo évoluer ailier gauche sur des matchs de Ligue 1 ou François-Régis Muguet être titulaire pendant un match de Ligue 1. Euh, alors on va essayer de pas trop s'éterniser sur le sujet parce qu'on ça va bientôt faire 1 heure qu'on est en direct pour pas que Attention, ce il y a soit le trop long en timing. podcast. Mais je trouvais que le débat était intéressant. Je crois que c'était c'était Opti qui avait eu l'idée. Se poser la question de est-ce que l'effectif est trop limité. Bon, pour donner mon avis, après vous laissez parler. Quand il y avait Marcelino, une des choses qui faisait que j'étais assez sympa avec Marcelino, c'est que je trouvais qu'on lui avait pas donné le matos nécessaire pour travailler. Je trouvais que pour son 4-4-2, qui est certes un système que certains vont considérer comme obsolète pour le football moderne, je trouvais qu'il n'avait pas assez de matos dans le sens où tu n'avais que, enfin, tu n'avais que 3 latéraux. Mhm. Tu avais des latéraux qui, selon moi, n'étaient pas forcément adaptés pour le style de jeu Marcelino. Peut-être pas pour celui qu'on a vu à l'OM parce qu'il n'a pas forcément pu mettre en place ce qu'il voulait mettre en place. Je trouvais qu'au niveau des milieux de terrain aussi, on était short. Je trouvais qu'au niveau des ailiers, on était encore plus short. Et je trouvais que l'effectif, généralement, que ce soit en termes de qualité ou en termes de quantité, était assez restreint, malgré des beaux noms, comme par exemple, on l'a dit, hein, Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia. Et généralement, j'étais assez déçu par le mercato, pas dans le sens où j'ai pas aimé les recrues, mais où je trouvais que c'était incomplet. On avait notamment parlé en podcast avec Alba du choix Joaquin Correa. On était très étonné de sa signature. Et en voyant le passage Nous-mêmes sous était Gattuso, étonné, je pense. ouais, je pense que même lui était étonné. Mais en voyant ce passage sous Gattuso, je me dis finalement que l'effectif était plus adapté à un 4-3-3, mais je remarque qu'il est toujours limité. Quand tu te retrouves par exemple à jouer avec un Murillo arrière gauche, alors oui, le rendement est bon, mais c'est pas son poste. Quand tu te retrouves avec une défense centrale où certes, Balerdi et Mbemba font des bonnes prestations, mais tu n'as pas de numéro 6 de qualité devant parce que Kondogbia est presque toujours blessé. Et surtout que tu as, selon moi, qu'un seul défenseur moderne pour avoir un système protagoniste à 4 derrière. Donc moi, je trouve qu'il y a toujours des limites. Je ne suis pas vraiment satisfait de ce mercato et je voulais avoir, en ce sens, votre avis, mes chers camarades.
je sais que, mon ami Opti a un avis là-dessus. Tout le monde est mon ami, je dis mon ami pour tout le monde, mais il n'y a que des amis ici. Je sais qu'Opti a un avis là-dessus sur l'effectif. Je te donne la parole, je te force. Ça se trouve que tu voulais pas lui répondre, mais Non, mais ça tombe bien le sujet a été introduit comme ça, parce il a- que quand je l'ai évoqué le sujet, je le voyais pas, cet aspect-là, mais je l'ai laissé conduire comme ça, parce que bon, ça va nous amener peut-être à nos premières contradictions, oh, c'est beau. mais j'ai pas le même avis en fait, à quel degré on situe la limite de cet effectif. Parce que pour moi, certes, il y a des limites, il y a des manques dans la profondeur à certains postes, mais d'un autre aspect, je trouve qu'il y a si on juge l'effectif à saison 22-23 à saison 23-24, est-ce que tu t'es amélioré? Pour moi, il y a quand même une amélioration notable dans plusieurs aspects. Parce que si tu prends la ligne défensive, par exemple, tu as perdu Sitko Kolasinac, mais bon, vu que tu perdurais pas dans le système à 3 Hmm. centraux, T'avais pas de c'est l'intérêt de le garder. c'est pas très dommageable. Hmm. Tu as perdu Alexis Sanchez et certains font. Ça me permet juste de dire un petit mot sur la comparaison avec Obama. Certes, il y a un monde entre la production d'Obama et Sanchez volait beaucoup plus sur le terrain, était beaucoup plus intéressant. Mais Sanchez avec Harit et Ndiaye, si c'était pour avoir ce même Sanchez qui omnibule tous les ballons, C'est les ça en fait. vols, va les chercher dans les pieds des autres, C'est qu'il y a qu'un tonton, ballon. t'as fait ta carrière, ça y est, passe à autre chose, tu vois. Et donc, avoir encore ce voleur de ballon avec Harit et Ndiaye, après, peut-être qu'il aurait moins eu ce côté je veux tous les toucher s'il avait eu des coéquipiers qui jugent meilleurs. D'ailleurs, avec Harit, c'était un peu le cas, il avait moins ce côté voleur de ballon sur la phase allée. Mais à partir du moment où tu as Ndiaye et Harit, le départ de Sanchez me choque pas tant que ça. Après, on verra la saison d'Njaye et Harit. Hein. Faudra qu'il perdure et qu'il donne satisfaction. Mais moi, cet effectif, il y a des manques au poste des latéraux, comme Arilas il a dit. Dans les joueurs de couloir, je trouve ça manque de. Il y a des mecs qui peuvent évoluer de le couloir, mais il n'y a pas ce mec bon pied qui court tout droit. Enfin, c'est simple, le football, il y a des couloirs. Les deux couloirs les plus connus sont l'extérieur gauche et l'extérieur droit. Et enfin, il y a un truc typique dans le football, c'est un droitier qui court dans le couloir droit et un gaucher qui court dans le couloir gauche. À l'heure actuelle, à l'OM, on a Lodji à gauche, on a Klos à droite, Sarr à droite sur la ligne offensive. Il y a Murillo pour l'instant qui dépanne à gauche. Et pour moi, c'est un des éléments qui fait que je trouve l'effectif de moins en moins limité quand je vois les débuts de Murillo. Parce qu'honnêtement, je pense que personne ne l'attendait répondre présent autant sur ces trois premières. Parce que Monaco, il a une errance sur le troisième, je crois, non, le deuxième Balogun. Ouais. Il a une errance, mais sinon, sur ses perfs, franchement, mauvais pied et tout, je le trouve plus que satisfaisant. Et pour ce qui est de la qualité, c'est un débat qu'il faudrait revoir dans un mois. Mais si Kondogbia donne la mesure de ce qu'on attend de lui, que Lodji continue sur sa lancée, mais avec peut-être un peu plus de jambes, faire un peu plus de jambes, je me dis quand même que l'effectif a pris un gap par rapport à la saison dernière. Assez notable. Ok, merci Opti. Tu vois, ça fait du bien d'avoir deux avis différents. Je me demande d'ailleurs si on lira des réactions du chat à ce sujet-là. Est-ce que vous trouvez du coup qu'il y a il y a du mieux par rapport à l'année dernière? Est-ce que l'effectif est de meilleure facture ou est-ce que au contraire l'effectif a régressé ou est-ce que l'effectif est trop limité si on se projette en se disant qu'un effectif doit progresser? De même que le club doit progresser, est-ce que l'effectif a progressé assez suffisamment? Ça peut être un nouveau point de débat. Ariles, est-ce que tu voudrais répondre à Opti là-dessus ou on va entendre Younes et Alba après ça? Vas-y Ariles et après je vais donner la parole à Alba. Non, je pense que même s'il peut y avoir 2-3 petites différences dans nos analyses, on est Non mais dis-le que t'es assez pas d'accord. d'accord. On est comme finalement assez d'accord sur le manque de diversité au niveau des profils des ailiers, le fait que tu sois quand même encore un peu obligé de bricoler à certains postes. Mais je trouve que plus généralement, quand on regarde les mercatos de Pablo Longoria depuis qu'il est là, on a toujours été obligé de bricoler. La première saison avec Sampaoli, tu avais été obligé de bricoler sur les postes des latéraux. La saison avec Igor Tudor, tu étais obligé de bricoler au niveau de la défense centrale pendant un moment, parce que tu avais dû, par exemple, jouer avec Sead Kolasinac, que tu n'attendais pas forcément dans ce poste-là.
tu toujours dû bricoler et je trouve qu'on le ressent encore cette saison et je trouve que c'est un peu une déception parce que tu es quand même censé être sur la troisième année de ton projet, tu es censé t'améliorer en termes de qualité, construire un collectif et en plus de pas le faire, enfin, en plus de pas construire un collectif, sur la durée, même si on sait que le football moderne, c'est difficile de garder la même équipe pendant 3 ans, bah, tu encore des manquements et je trouve ça, ouais, un peu chiant. Après, je trouve quand même que Gattuso a du matériel, il a des joueurs de ballon, chose dont il a besoin et c'est à lui de savoir faire quelque chose avec tout ça. Ok, bah mais ok, merci Ariel pour ce point. Alba, toi, tu aurais quelque chose à rajouter sur l'effectif Non, euh, ben non, en vrai, pour plus ou moins conclure, je pense que c'est un débat qui est long et je trouve on sous-estime aussi le contexte à chaque fois de tout ce qui entoure entre la nomination de Sampaoli et je pense l'année charnière, ça part de là. C'est que quand Sampaoli il a son mercato, ben, il utilise le trois quarts de son enveloppe pour Gerson et c'est là où tu te retrouves rapidement bloqué avec très peu de marge et après tu repars sur un nouveau projet et ensuite tu repars sur un nouveau projet. Au final, tu as l'impression que chaque mercato estival, c'est une année zéro, tu vois. Et moi, je comprends Riles quand il dit que l'effectif, il est incomplet, oui, mais au final, quand tu regardes bien, tu as l'impression que chaque mercato, tu repars de zéro parce Ouais. que tu as un manque de stabilité qui fait que là où peut-être, moi je pense que ça serait plus intéressant, bon, c'est un débat qui nécessite beaucoup de temps, mais tu vois, c'est la perception de Longoria, comment il voit les choses, tu vois, parce que je c'est suis d'accord bien, avec toi. c'est vrai, tu vois, il y a le nouveau projet et tout, mais est-ce que en tant que président, directeur sportif, tu dois donner à ton entraîneur tout ce qu'il veut en temps et en heure? Est-ce que lui aussi, il n'est pas... Parce que c'est bien, d'un côté, Longoria, il fait tout pour faire plaisir à ses entraîneurs, plus ou moins, il essaye du moins. Après, il va faire des erreurs, c'est normal, c'est le jeu. Mais voilà, tu te retrouves à récupérer des Malinowski, des mecs qui jouent sur un certain système, comme Gerson, mais qui ne jouent pas dans un autre. Et après un an, ben, l'entraîneur, il n'est plus là. Qu'est-ce que tu en fais? Tu es obligé de le revendre. Au final, tu n'avances pas. Alors, est-ce qu'il ne devrait pas plutôt, peut-être avec Gattuso, on va enfin trouver un semblant de stabilité avec des joueurs qui sont facilement interchangeables et facilement intégrable à un style de jeu, bah peut-être là, tu auras enfin une continuité et tu auras peut-être moyen de capitaliser et voir un peu moyen, voire long terme. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Alba. Je pense qu'effectivement, le débat sur l'effectif, peut-être qu'il peut se prolonger ou il se prolongera, qui sait, la semaine prochaine ou sur les semaines d'après, sur un débat un peu plus large sur la gestion de Longoria. Parce que je pense que là, pour le coup, on serait potentiellement sur des vrais désaccords en fonction des intervenants. Parce que je suis d'accord avec toi et je vais laisser Younes après parler de ça et on lira quelques réactions, voire quelques messages sur le Instagram qu'Ariles a pu recevoir. Mais quand on regarde le mercato, on peut se dire effectivement c'est un bon mercato, tu as recruté des joueurs de qualité, tu as adapté bon, au moment où le coach était encore là, tu as bien modelé ton effectif pour donner du matériel concret comme il le veut à ton coach. Mais en fait, c'est pas juste ça qu'on doit juger, mais plutôt la projection que tu te fais. Je parlais d'effectif, est-ce que l'effectif s'est amélioré au même titre que le club doit s'améliorer? C'est ça, moi, personnellement, que j'attends. C'est que au final, on ne doit pas se satisfaire d'un mercato tout juste bon, logiquement. On doit normalement aspirer à un mercato qui fait progresser, qui fait peut-être potentiellement passer dans une autre dimension. Mais la réponse aux besoins du coach, aux besoins des coachs, elle est faite, mais l'instabilité que tu as créée avant ce mercato fait qu'au final, on juge ce mercato un peu trop, peut-être gentiment, en tout cas moi c'est mon avis, mais on aura le temps peut-être d'en reparler. Et effectivement, dans le chat, certains parlent de Gay, le retour de Gay peut être aussi une espèce de recrue comme le retour d'Harit et même le retour d'Unai qui était blessé sur la fin de la saison. Younes, toi, quel est ton avis là-dessus, sur l'effectif? Est-ce qu'on a un effectif trop limité au-delà Bah, du fait qu'il soit meilleur ou pas que l'année dernière déjà, faut redéfinir la question. Limité pourquoi? Tu demandes ça à celui qui l'a Parce que, faite? ouais, parce que du coup, si on se pose la question au 15 août, quand tu as des perspectives de Ligue des Champions, oui, clairement, je trouve qu'il est limité.
Mais dans le même temps, on avait eu la discussion déjà avec Ariles sur son live en se disant que le mercato n'aurait pas été le même si on s'était effectivement qualifié avec des champions. Ouais. Donc, pour le coup, la touche finale du mercato, euh, telle qu'elle aurait dû être, on l'a pas connue malheureusement. Donc concrètement, ça veut dire que si on se pose la question aujourd'hui, pour moi, je trouve pas l'effectif limité pour rivaliser avec Melvin Barr et le Tomba. Quand on regarde l'effectif de l'OM, pour moi, c'est le deuxième, voire troisième meilleur effectif de Ligue 1. Je suis ouvert au débat pour la comparaison avec Monaco. Mais je trouve Ouais, que c'est un ok. effectif qui est taillé pour être outsider en Europa, pour jouer le podium très largement en Ligue 1. Et par exemple, quand on regarde l'effectif de 2018, et ça fera une parfaite conclusion avec tout ce qu'on a dit avant, mais je trouve qu'en 2018, par exemple, quand on fait l'épopée en finale d'Europa League, il y a des manques criants dans l'effectif. Et je trouve qu'une saison, pour moi, ça ne se construit pas sur un effectif en tant que tel, mais sur la capacité à créer un groupe. Et une équipe, elle va être sublimée souvent par un ou deux hommes providentiels, comme l'a été Payet en 2018. Et en l'état, là, je trouve qu'on a tous ces éléments-là. On a un groupe de bons mecs. On a des postes quasiment doublés dans le 11. Il y avait l'idée d'avoir un effectif, des joueurs interchangeables. J'aime beaucoup cette idée parce que vu l'animation qu'on a, on a quand même pas mal de joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Donc c'est pour ça que je le considère doublé à tous les postes. Et je trouve qu'on a quand même un ou deux joueurs qui peuvent s'avérer être des game changers. Donc moi, je suis plutôt optimiste cette saison. Et je trouve pas l'effectif limité par rapport aux ambitions qu'on doit afficher sur cette année 2023-2024. Merci Younes pour ton plaidoyer qui résume bien la situation et au final qui est peut-être le mot de la fin. Je vais lire quelques réactions dans le chat et Ariel, je pense que tu auras peut-être des choses à ajouter et peut-être quelques réactions de l'Instagram à nous lire. Il y a Gocho13013 qui nous dit que l'effectif est limité sur le fait qu'on perd Guendouzi et Under qui sont des joueurs importants de l'année dernière. Après, tu peux aussi te dire, mais là où est le débat, est-ce que effectivement l'année dernière, tu as fini la saison, tu as même, enfin fini, depuis novembre, hein, tu n'avais ni Harit et depuis mars, tu n'avais pas Unai par exemple. Est-ce que tu peux les considérer comme des joueurs qui étaient dans l'effectif l'année dernière? Voilà, c'est un débat qui mérite d'être ouvert. Il y a Alba qui nous a quittés malencontreusement, qui devait y aller. Merci à lui, merci au frérot. Et Ariel, je vais te laisser finir là-dessus et, Ouais, et lire un peu tout. Dis-moi. on n'avait pas demandé, enfin, du coup, sur Insta, il y a Ah, deux merde, j'ai fonctionnalités. lancé le truc. Il y a non, si, justement. En fait, il y a la fonctionnalité sondage et la fonctionnalité question. Là, on était parti sur sondage. Ok. Par rapport à la limite de l'effectif, donc, pour répondre aux questions, c'est en story Instagram, sur la story Instagram du média. À la question, l'effectif de l'OM est-il trop limité? 59% d'entre nos abonnés répondent oui, donc Ok, d'accord. 41% non. Donc ça reste quand même relativement assez serré, mais j'ai reçu pas mal de réponses via Réponse Story, où pas mal de personnes se plaignaient, par exemple, du banc lors du dernier match, le trouvaient assez faible et C'est un que truc pour eux, c'était un ouais, peu. après, il y avait 3-4 blessés quand même. Après, oui, il y avait 3-4 blessés, mais il y avait un peu une forme de déception par rapport à un effectif qui serait pas assez étoffé. Mais en tout cas, voilà, je pense que chacun peut avoir son avis. Si on veut creuser un peu plus le sujet, ça va durer, ça peut vraiment durer 2 heures parce que ça nous fera basculer dans d'autres sujets. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie tous. Merci Yous, merci Opti, merci Younes et merci Alba pour cette première. Je vais te laisser le mot de la fin, Yous, mais j'ai trouvé que c'était super dans le format et dans les débats qu'on a eus, dans les échanges qu'on a eus. Et voilà, j'invite tous ceux qui sont sur le chat à s'abonner à ta chaîne Twitch. Je pense qu'ils follow tous déjà. Et voilà, Ils voilà. ont pas le choix, sinon ils peuvent pas parler sur le chat. Non, merci à Riles, merci à Massilia Zone de nous permettre de faire ce type de contenu. On espère que ça vous a plu dans le chat et on espère que ça vous a plu à ceux qui nous écoutent en podcast de manière plus froide ou qui nous regardent en replay sur YouTube. N'hésitez pas à venir chaque lundi, on sera présent à 21h30 si vous voulez nous écouter en direct. Et puis, si au besoin, il y a effectivement les replays et les podcasts. Merci à tous ceux qui nous remercient dans le chat, merci à vous. Mais effectivement, la CAN, hein, on finira là-dessus en parlant de l'effectif, la CAN sera un des moments les plus attendus de la saison, étant donné que beaucoup de joueurs vont partir. Et puis du coup, on se retrouve tous sur Twitter. N'hésitez pas à follow Massilia Zone, Twitter, Instagram. C'est le média marseillais du moment.
Voilà, faudra pas dire que vous saviez pas, maintenant vous savez. Et merci à tous mes frérots qui m'ont accompagné ce soir, merci au chat, et merci à Riles, merci à Alba qui est parti, merci au petit, et merci Younes, on vous dit à très vite, je me suis régalé.